Je vais commencer par vous présenter très brièvement Connaissance pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, Connaissance, c'est une association à but non lucratif qui doit permettre à toute personne de trouver sa juste place professionnelle. C'est vraiment notre mission. Cette association est portée par un collectif d'une 50aine de membres actifs, bénévoles, dont 15 coachs professionnels qui interviennent dans nos parcours et 4 salariés. Elle est basée à Lyon, dans le 5e arrondissement. Pour permettre à toute personne de trouver sa juste place professionnelle, nous proposons des parcours qui alternent des ateliers collectifs et de l'accompagnement individuel. Ces parcours se déroulent sur 4 à 5 mois et visent vraiment à ce que tout un chacun puisse mieux se connaître en profondeur et passer à l'action vers un projet qui lui correspond vraiment. Alors, nous avons 4 parcours aujourd'hui. Le parcours orientation qui permet de définir un projet professionnel qui vous ressemble, que vous soyez en complète cohérence entre qui vous êtes et ce que vous faites. Le parcours entreprendre pour ceux qui ont une idée, un désir de créer une activité, une entreprise et pour qu'ils puissent incarner, pour qu'ils puissent vraiment identifier s'ils sont faits pour ce projet et qu'ils puissent l'incarner pleinement, être complètement alignés avec ce projet. Un parcours Boost qui s'adresse aux personnes qui ont déjà entrepris et qui ont besoin de renouveler, d'entretenir leur énergie créatrice d'entrepreneurs ou de dirigeants, donc pour se rebooster comme son nom l'indique. Et puis un parcours Nouveau Possible qui s'approche beaucoup du parcours orientation. Simplement, il s'adresse aux personnes qui ont eu un accident de la vie ou qui ont une situation de handicap ou de grande fragilité et qui ont besoin de retrouver, soit de changer de projet professionnel ou en tout cas de retrouver une plus grande autonomie professionnelle. Voilà, donc un parcours qui s'adresse à un public spécifique. Et puis, nous sommes amenés aussi à faire des interventions sur mesure dans tout type d'organisation, entreprises, associations, collectivités, toujours autour de cette question de la juste place professionnelle et de permettre aux personnes et aux organisations de mieux se connaître en termes de talent, mais aussi de fragilité, pour trouver vraiment leur place. Voilà, alors nous allons démarrer aujourd'hui ce séminaire avec Carole Bonnet, que je vais inviter à nous rejoindre visuellement. Voilà, Carole, je vais te laisser te présenter et puis voilà, poursuivre et nous dire comment ça va se passer. Donc, bonjour à vous. Donc, moi, je suis Carole Bonnet, donc je suis coach professionnel. Et j'interviens donc notamment chez Connaissance en qualité de coach et donc j'accompagne sur les entretiens notamment individuels. D'abord, je remercie Connaissance de me donner l'opportunité aujourd'hui d'animer ce webinaire sur le thème « Comment prendre du recul et gérer des situations professionnelles inhabituelles ». Alors, du coup, je vais vous afficher à l'écran, voilà, je vais vous partager mon PowerPoint. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, c'est parfait, ça a l'air de marcher. Pour tous ceux qui viendraient d'arriver, voilà. Pour tous ceux qui viendraient d'arriver, donc j'ai peut-être juste, excuse-moi Carole, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est le fait que vous avez tous les micros et caméras coupés et je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure dans le menu conversation que vous pouvez activer dans la barre en bas de votre écran. Donc vous activez ce bouton converser et vous pourrez écrire vos questions par chat et je pourrai ainsi les synthétiser, les regrouper au fur et à mesure et pendant les temps de questions-réponses lors du webinaire, Carole pourra y répondre. Voilà. Alors, par rapport à ça, justement, donc, comment ça va se passer? En fait, déjà, le choix du thème, on a choisi ce thème d'abord parce qu'il nous paraissait d'actualité, comment prendre du recul et gérer des situations professionnelles inhabituelles, et également dans le sens où c'est un sujet qui est cher à Connaissance et en lien avec les différents parcours de Connaissance. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire quelques apports théoriques. Il va y avoir des temps suite à ces apports théoriques de questions-réponses. Alors malheureusement, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais Isabelle se fera le relais des questions sur le chat et puis
On prévoira des temps de réponse aux questions. Et puis ensuite, il y aura aussi quelques petits temps d'expérimentation de certains exercices, notamment des exercices issus de l'approche neurocognitive et comportementale. Par rapport à ce thème, moi, j'ai fait le choix sur ce webinaire de m'appuyer sur mon expérience personnelle, sur mon expérience de coach et également sur l'une des formations que j'ai faites qui s'appuie sur justement l'approche neurocognitive et comportementale. Alors, on va commencer donc directement dans le thème. Pour moi, la première chose importante, c'est de se poser la question, y a-t-il un pilote dans l'avion ? J'entends par y a-t-il un pilote dans l'avion, finalement, que nos comportements pourraient être le reflet de certaines zones qui sont activées dans notre cerveau à un moment T. Et donc l'ANC, l'approche neurocognitive et comportementale, va chercher à donner des leviers en fait, pour mieux connaître ces zones qui sont activées dans notre cerveau, pour nous-mêmes mieux nous connaître, avoir conscience de ce qui s'active dans notre cerveau, notamment en termes de réussite et en termes d'échec. Ça va également nous permettre de fonctionner autrement et avec une certaine pratique de pouvoir finalement activer certaines zones du cerveau quand nécessaire et quand nous estimons que ce ne sont pas les bonnes zones du cerveau qui sont activées. Alors notamment, on va faire plus spécifiquement aujourd'hui un focus sur la notion de stress puisque la corrélation qu'il y a entre la thématique gérer des situations professionnelles inhabituelles, la corrélation que je fais, c'est gérer des situations finalement de stress. D'accord ? Donc, on va essayer de comprendre et d'apporter l'éclairage de l'approche neurocognitive et comportementale à ce niveau-là. Ensuite, derrière, du coup, pour ça, je vais d'abord vous donner 2-3 éléments qui me paraissent être un peu importants pour que vous puissiez bien comprendre la suite de ce que je vais vous dire. Excusez-moi, j'ai juste un souci, je n'arrive pas à faire défiler les diapos. Alors oui, sachez aussi que c'est mon premier webinaire, donc je ne suis pas forcément techniquement totalement au point. Je vais revenir tout de suite. Voilà, excusez-moi. Je vais repartager mon écran tout de suite. Voilà. Ok, donc j'espère que vous avez bien sous les yeux donc, la diapo sur les 4 gouvernances selon l'approche neurocognitive et comportementale. Alors bien sûr, en préambule, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que donc tout ce que je vous dis, c'est bien sûr une modélisation, une simplification de ce que peuvent apporter les neurosciences en termes de compréhension de notre cerveau, hein, mais ce qui peut nous aider donc à nous manager nous-mêmes ou à manager les personnes que nous accompagnons. Donc d'après l'ANC, en fait, le cerveau est divisé en 4 territoires, d'accord, qui sont appelés dans le langage de l'approche neurocognitive les gouvernances. Donc, nous avons 4 territoires. Vous voyez que nous avons un territoire en rouge, d'abord, qui s'appelle la gouvernance instinctive. On va vraiment s'intéresser à ce territoire aujourd'hui, puisque c'est vraiment le siège du stress. La gouvernance instinctive, c'est vraiment la zone de notre cerveau qui nous envoie des signaux pour réguler ou qui nous envoie des signaux en cas de stress. C'est la zone de notre cerveau finalement assez archaïque, qui, quand elle agit de façon très impulsive, en fait, nous amène à réagir avec notre instinct de survie. Ensuite, nous avons en orange la zone gouvernance grégaire. Donc, la zone gouvernance grégaire, là, on est aussi dans un territoire de notre cerveau qui, finalement, quand il est activé, réagit de façon assez inconsciente et assez instinctive. La gouvernance grégaire, en fait, c'est le siège de notre rapport au groupe et de notre rapport aux autres de façon plutôt instinctive et plutôt archaïque. Et donc, en fait, quand cette zone est activée,
eh bien, elle active nos comportements archaïques de relation à nous-mêmes, donc de confiance en nous, et donc des comportements plutôt de dominant ou de soumis. Et elle active également nos réactions archaïques de rapport aux autres et de rapport au groupe, et notamment des comportements archaïques que l'on peut avoir plutôt de marginalité ou plutôt de surinvestissement dans les groupes. Ensuite, la troisième zone que vous voyez en jaune, activée, c'est ce qu'on appelle la gouvernance émotionnelle. Donc là, c'est le territoire c'est plutôt le territoire de notre motivation. C'est là qu'on va aller explorer vraiment nos zones de plaisir, mais également qu'on pourra explorer ce que sont nos aversions, pardon. Et c'est dans cette zone, en fait, que c'est quand cette zone va être activée, par exemple, qu'on peut avoir des comportements ou des émotions qui nous dépassent par rapport à des comportements ou à des stimuli extérieurs. Enfin, la quatrième zone que vous voyez en bleu est la zone que nous appelons la gouvernance adaptative. Et quand cette zone du cerveau est activée, c'est là où nous sommes dans notre prise de recul, dans notre flexibilité, dans notre créativité, dans notre empathie. Et donc, par rapport à ce schéma, en fait, le principe est de dire que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise zone activée dans notre cerveau. Cependant, dans certaines situations, et notamment dans des situations de stress où je me trouve en gouvernance instinctive, mon objectif va être de basculer dans la zone bleue de mon cerveau, qui est la gouvernance adaptative. Et on va regarder donc comment basculer dans cette gouvernance adaptative. Alors, j'ai juste un petit temps, j'attends juste un petit temps parce que j'ai un petit problème technique. Je n'arrive pas complètement à faire basculer même en utilisant mon clavier, je n'arrive pas à faire basculer les diapos. Donc, je vais être obligée de ressortir de la diapo. Donc, je vais arrêter juste le partage 2 minutes, vous m'en excuserez. Je vais ressortir de la diapo. Et là, non, ça ne marche pas non plus. Voilà, et là, je vais retourner en partage. Partager l'écran. Vous m'excuserez pour ce petit souci technique. Donc, autre point important et autre point d'apport, quand on se trouve en gouvernance, quand on se trouve donc en méta de ces gouvernances, nous avons deux modes mentaux avec lesquels nous agissons généralement, qui sont le mode mental automatique et le mode mental adaptatif. Il faut savoir que dans la majorité des situations, notre cerveau va, par défaut, se positionner en mode mental automatique, qui est vraiment le mode mental qui est adapté à des situations connues, qui s'appuie sur nos habitudes, nos routines et nos expériences. Dans certaines situations, par contre, qui sont plutôt des situations complexes, inconnues ou non maîtrisées, là, l'intérêt est que le cerveau bascule en mode mental adaptatif. Donc, le mode mental adaptatif, qui a un fort lien avec la gouvernance adaptative, c'est un mode mental qui va être adapté aux situations nouvelles et qui va être source de recul, d'intuition, de curiosité. Voilà. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines situations, mon cerveau ne va pas, il peut y avoir bug et mon cerveau ne va pas automatiquement basculer en mode mental adaptatif, et notamment dans des situations nouvelles. Donc, d'après l'ANC, d'après le modèle de l'ANC, le stress, en fait, est un signal que j'ai de me dire attention, tu fonctionnes en mode mental automatique alors que tu devrais fonctionner en mode mental adaptatif. Et donc, tout le principe est de dire comment je fais pour effectuer la bascule, quelles peuvent être mes ressources à moi pour effectuer la bascule et pour passer en mode mental adaptatif. Voilà, j'en ai fini avec cette première partie des explications. Ce que je vous propose, c'est avant de passer à deux petits exercices
qui sont des exercices qui permettent de passer du mode mental automatique au mode mental adaptatif. Alors, on va faire 5 minutes de temps de questions-réponses. Donc là, peut-être que Isabelle, je vais peut-être sortir du... Oui, peut-être de sortir du diaporama, si tu es comme OK. tu veux. Parce que j'ai un problème, vraiment, je n'arrive pas à le faire défiler. Ouais. Ce qui était proposé par un participant, c'est que tu ne te mettes pas en mode plein écran, mais tu laisses ton diaporama ouvert, mais tu fais défiler les diapositives sans être en mode plein écran. Peut-être ça peut faciliter. Alors, il y avait déjà je remercie déjà, excuse-moi, je remercie ce participant, je vais faire comme ça. Une première question sur ta première diapo, c'était de rappeler le nom de la zone qui était en jaune. Oui, pardon, parce que les zones sont effacées sur la diapo. Alors, la zone en jaune s'appelle la gouvernance émotionnelle. OK. Peut-être tu peux nous partager le schéma, je ne sais pas. Et puis, sur ta dernière diapo, quelqu'un demandait peut-être un exemple d'un mode mental automatique. Qu'est-ce qu'un exemple? Alors, il y a un exemple sur la diapo, par exemple, l'exemple de cuisiner. Alors, on n'est pas dans un exemple professionnel, peut-être vous m'excuserez, mais la situation de confinement m'amène à beaucoup cuisiner en ce moment. Donc, en fait, quand vous cuisinez une recette que vous avez l'habitude de faire, vous allez plutôt la cuisiner en mode mental automatique, d'accord? Et puis, à un moment, le mode mental adaptatif, par exemple, il va peut-être me permettre de créer moi-même une recette, par exemple. Ou alors, je vais devoir réaliser une nouvelle recette. Et ben, je vais avoir besoin de mon mode mental adaptatif pour m'adapter, pour faire différemment. On est d'accord que si le mode mental est automatique, si c'est une recette que tu connais par cœur et que tu fais un peu automatiquement, pas si c'est une recette que tu es en train de faire en lisant le mode d'emploi et que tu fais pour la première fois. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que… Exactement, Isabelle. D'accord. Est-ce que tu peux réafficher le schéma peut-être juste? Et puis, Marion demande si la méditation de pleine conscience permet d'être plus facilement en mode adaptatif. Alors, peut-être ça anticipe un peu sur la suite. Je me suis trompée. Alors, je vais me mettre comme ça, ce sera beaucoup mieux et je vais partager mon écran. Vous m'excusez une seconde. J'arrive pas en fait à répondre aux questions en même temps et à gérer des problèmes techniques. Il ne faudra pas m'en vouloir. Donc, je vais partager l'écran. C'est OK? Vous avez le schéma? Voilà, c'est parfait. Alors, la question c'était, est-ce que la méditation de pleine conscience permet d'être plus en mode adaptatif? Alors, complètement. Donc là, on anticipe complètement sur la suite. Mais ce n'est pas grave, c'est très bien. On est complètement dans effectivement, la pleine conscience et donc le fait d'être connecté au présent, d'être connecté à l'ici et maintenant, permet de basculer dans le mode mental adaptatif. Complètement. Je réexpliquerai un peu plus loin après, en fait, les enchaînements, en fait. Qu'est-ce qui se passe, le processus, en fait. Ok. Je ne vois pas d'autres questions à ce stade. Donc, à moins qu'il y ait encore des questions de compréhension de ce qui a été dit jusque-là, on va pouvoir passer à la suite. D'accord. Vas-y, Carole. Super. Ben là, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on fasse… on va faire deux petits exercices. On va faire un premier exercice qui va être guidé à l'écran. Donc, je vais vous partager à l'écran. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous voyez bien à l'écran mon dessin? Est-ce que c'est OK ou pas, Isabelle? Oui, c'est OK. On voit très bien. Oui. Donc, vous avez une forme de boulie à l'écran. Donc là, ce que je vais vous proposer, avant ça, je vais vous proposer de penser à une situation professionnelle inhabituelle qui a généré du stress chez vous. Voilà, donc individuellement, pensez à une situation inhabituelle qui a pu générer du stress chez vous. Dans un deuxième temps, je vais vous demander de vous imprégner de cette situation dans l'objectif de vous remémorer en fait l'état d'esprit que vous aviez dans cette situation. Donc, dans un deuxième temps, je vais vous demander de vous remémorer cette situation pour bien vous remémorer l'état d'esprit dans lequel vous étiez dans cette situation.
Et dans un troisième temps, sur une échelle de 1 à 5, je vais vous demander donc d'indiquer votre niveau de stress dans cette situation. Alors c'est vrai qu'on fait un peu en marche arrière, mais c'est histoire que vous pratiquiez pour que vous compreniez les exercices utiles à la pratique. Donc je souhaiterais que vous indiquiez votre niveau de stress dans cette situation, de 1 qui est plutôt un niveau relativement paisible, jusqu'à 5 qui est un niveau d'agitation dans lequel, pour vous, par rapport à cette situation, il n'y a pas de solution envisageable. Une fois que vous avez fait ce travail, ce que je vais vous proposer, donc je vais vous proposer de vous concentrer sur l'écran et de caler votre respiration sur la grosse bille qui se trouve au milieu du réservoir. C'est un métronome avec une bille qui monte et qui descend. Donc, l'idée, c'est de vous asseoir confortablement, de décroiser les jambes, de poser les pieds au sol et de bien regarder donc cette boule. Et quand la boule monte, vous inspirez par le nez et quand elle descend, vous expirez comme vous le souhaitez, soit par le nez, soit par la bouche. Au bout d'un moment, quand vous aurez pris le rythme, ce que je vous propose, parce que vous devez sans doute les uns et les autres être à saturation d'écran en ce moment, au bout d'un moment, quand vous aurez pris le rythme, ce que je vous propose, eh bien, c'est à ce moment-là de fermer les yeux et de continuer à votre rythme et je vous indiquerai quand on sera à la fin de l'exercice. Donc, je lance. On va s'arrêter là et on va passer maintenant à un deuxième petit exercice. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de repenser à la situation que vous vous êtes remémorée au début, génératrice de stress. Je vais vous demander de reprendre cette situation et de vous mettre l'espace d'1 ou 2 minutes à la place de différents personnages que je vais vous citer et de répondre à la question que je vais vous poser. Donc, vous pouvez le faire pour vous-même, vous pouvez le faire sur un papier, etc. Donc, en fait, je vais prendre en revue différents personnages et puis je vais vous poser la question par rapport à votre situation. Eh bien, par exemple, on va prendre Steven Spielberg. Que penserait Steven Spielberg de cette situation ? Deuxième question. Que penserait le commandant Cousteau de cette situation ? Troisième question. Que penserait Mickey Mouse de cette situation ? Quatrième personnage. Que penserait Nelson Mandela de cette situation ?
Et enfin, dernier personnage, que penserait un éléphant de cette situation? On va maintenant arrêter les exercices et je vais vous demander de reprendre votre échelle. Je vais vous demander de reprendre votre situation, pardon, sur l'échelle. Et après ces 2 exercices, de regarder sur cette échelle votre niveau de stress par rapport à la situation. OK. Donc, on va s'arrêter là avec ces 2 exercices. Ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on fasse quand même un petit temps d'échange, questions-réponses sur les… Si vous avez des questions sur les exercices. Isabelle, qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour l'instant, ce qui a été exprimé, c'est les niveaux de stress avant-après. Donc, Ouais, j'ai vu. tu as vu, dans un certain Ouais. nombre de cas, ça a pu faire baisser le stress. Première question, pourquoi l'éléphant? J'aime beaucoup la question. Alors, pourquoi l'éléphant? L'éléphant, parce que ça fait partie de ma liste. En fait, après, c'est vraiment un exercice que vous pouvez transformer pour vous en exercice de poche. C'est-à-dire que quand je dis exercice de poche, vous pouvez avoir 2, 3 personnages comme ça qui sont importants pour vous et qui vous permettent de relativiser. Et en fait, ces personnages, quand vous vivez une situation très stressante, vous pouvez vraiment, à ce moment-là, vous dire, tiens, ce personnage-là, par exemple Nelson Mandela, c'est vrai que moi je l'utilise parce que c'est un personnage qui me parle et qui fait écho chez moi. Donc, souvent, je l'utilise et ça me permet vraiment de relativiser. Vraiment, le principe de l'exercice, c'est vraiment le principe de prendre du recul, de relativiser. Et alors, l'éléphant, parce que le principe de l'exercice, c'est également d'utiliser l'humour. Et que l'humour est un des fondements de la bascule. L'humour permet de basculer du mode mental automatique au mode mental adaptatif. Voilà. D'ailleurs, quelqu'un a dit, ça fait du bien de rire de cette situation. Alors, une question de vocabulaire, est-ce qu'il s'agit bien de cohérence cardiaque? Et une autre question, quelles zones du cerveau sont mobilisées? Alors, alors, première question, le premier exercice avec le respire relax, il s'agit bien de cohérence cardiaque. Donc ça, c'est pas un exercice que j'ai récupéré de l'approche neurocognitive et comportementale. Hein. Ce que j'ai récupéré, c'est vraiment le fait de savoir que de se mettre en relaxation et de se mettre en pleine conscience permet la bascule. À partir de là, à chacun de bien trouver ses outils pour basculer. Alors la cohérence cardiaque, apparemment, il y a quelqu'un qui connaît. Excusez-moi, mais en même temps, je vois les commentaires, alors je rigole. Voilà, je suis dans mon adaptatif. Donc, la cohérence cardiaque, en fait, c'est l'idée, effectivement, de pratiquer 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Et en fait, ce boulier, donc ce respire relax, vous permet d'adopter le rythme, en fait, qui va permettre cette respiration. Voilà. Donc, moi, c'est quelque chose que je pratique et c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. Il peut y avoir d'autres outils de méditation aussi. Est-ce que tu saurais décrire ce qui se passe dans le cerveau pendant cet exercice, enfin pendant ces 2 exercices, par rapport au schéma que tu as montré tout à l'heure? Alors, on va revenir sur le schéma. Alors, je ne suis pas neuroscientifique, donc je ne me lancerai pas, mais ce que je sais de ma formation en approche comportementale, c'est que ce qui se passe, c'est que je bascule. Vous voyez ma petite souris là sur l'écran? Tu vois ma petite souris? Oui. Je bascule de cette zone rouge, qui est la zone du stress. Je suis en mode protection. Et quand je suis en stress et en mode protection, je suis en mode… ça a déjà dû vous arriver, quand vous êtes en stress, vous avez l'impression qu'en fait, vous n'arrivez plus à réfléchir. Vous ne savez plus réfléchir. Vous avez l'impression vraiment d'être… et vous êtes en mode routine.
et en mode répétitif. Et donc, en fait, de faire ces exercices, ça permet de basculer de cette zone rouge à cette zone bleue, qui est le cerveau adaptatif. Et à partir du moment où vous avez su faire l'exercice et vous avez su répondre aux questions donc de la diversité des points de vue, de l'exercice que moi j'appelle la diversité des points de vue, bah, ça veut dire que vous étiez bien là. Parce que parfois, moi je rencontre en coaching des personnes qui me disent « Ah mais non, mais là je vois pas, ah mais non, c'est pas possible ». C'est juste que la personne, elle n'a pas basculé. D'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de d'abord faire un exercice, on va dire corporel, que moi j'appelle corporel, et ensuite d'aller sur un exercice plus cognitif. Merci Carole. Alors je crois qu'on peut passer à la suite. On passe à la suite. Ok, donc je vais reprendre du coup. Alors je vais rester. Mon écran est bien partagé, oui. Donc en fait, ce que je vous montrais tout à l'heure, donc ce que je vous expliquais, c'est que finalement le stress, on peut dire merci, merci stress finalement, puisque le stress est un signal d'alarme. Et ce signal d'alarme qui me permet de comprendre que finalement je suis dans mon mode mental automatique alors que je devrais avoir basculé dans mon mode mental adaptatif. D'accord? Et donc, de ce fait, ce qui est important, c'est de le savoir, du coup, pour pouvoir basculer. Alors, la bascule, en fait, ce qu'on appelle la bascule en neurosciences, c'est donc de passer du mode mental automatique au mode mental adaptatif. Ça peut se faire sur 6 dimensions. D'accord? Les 6 dimensions qui sont affichées sur la diapo. On a chacune des dimensions plus privilégiées. Donc, je vais vous expliquer chacune des dimensions et puis après, derrière, vous pourrez faire votre propre, finalement, introspection pour bien comprendre lesquelles sont… on me demande de grossir ma diapo. Voilà, pour bien comprendre lesquelles sont les dimensions plutôt privilégiées. Votre dimension plutôt privilégiée, je pourrais vous donner mon exemple si vous le souhaitez. Alors, par exemple, le premier curseur, c'est routine curiosité. Quand je suis en situation en mode mental automatique et que je suis en situation de routine, ça veut dire que j'ai besoin d'être sur du connu. Tandis que quand je suis en mode mental adaptatif, je vais pouvoir aller à la recherche active de l'inconnu. Ensuite, persévérance, souplesse. Quand je suis là, je suis sur ma capacité à accepter l'imprévu. Donc, la persévérance, c'est quelque chose de bien, mais dans certaines situations, il va falloir que j'accepte l'imprévu et que j'aille vers plus de souplesse. Et la souplesse, c'est le propre du mode mental adaptatif. Ensuite, sur l'axe simplification-nuance, c'est ma capacité à sortir des représentations binaires, finalement, noir-blanc, bien-mal, et de faire les choses de façon plus nuancée. Ça va être aussi, c'est ce qu'on appelle en yoga plutôt la tempérance. Ensuite, la dimension certitude, relativité, recul, c'est celle qu'on a un peu travaillé là à travers l'exercice. Là, c'est ma capacité à prendre conscience de la relativité de mon point de vue. C'est ma capacité à savoir qu'il y a autant de réalité d'une situation que de personnes autour d'une table, et donc ma capacité à me mettre à la place de l'autre, mon empathie, et ma capacité finalement à lâcher quelque part mes certitudes pour prendre du recul et relativiser. Ensuite, la dimension empirisme. Pardon, excusez-moi. La dimension empirisme, réflexion. Donc là, c'est plutôt ma capacité à comprendre ce qui se trouve au-delà des apparences. C'est donc ma capacité à chercher des solutions et des solutions nouvelles. Et image sociale, opinion personnelle, là, c'est plutôt ma capacité à exprimer un point de vue personnel et à prendre du recul par rapport à l'image sociale. Voilà. Donc, par rapport à ça, je vais vous amener encore un ou deux apports là, on va plus être sur des apports sur le stress. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le stress est un signal d'alarme. Donc, il est déclenché dans ce qu'on appelle l'hypothalamus, qui est donc la zone plutôt de la gouvernance instinctive. Et en fait, d'après les neurosciences et d'après l'approche neurocognitive et comportementale, le stress, en fait, est constitué de 2 composantes. Il est composé d'un stresseur et d'une stressabilité. D'accord? Donc,
Le stresseur, c'est toutes les causes externes qui peuvent venir me stresser. Alors, professionnellement, vous pouvez vous-même réfléchir quelles sont les causes dans votre environnement professionnel qui vous stressent. Et puis derrière ça, vous allez voir que à vous poser cette question, vous allez peut-être avoir des situations récurrentes en fait de stress pour vous. Et donc ça, c'est finalement le pouvoir que vous pourrez avoir sur ce stresseur, c'est un pouvoir d'anticiper les stresseurs. Mais malheureusement, sur cette partie, on n'a pas énormément de pouvoir. Par contre, la stressabilité, finalement, pour le coup, la stressabilité, c'est plus ma capacité, en fait, la capacité que j'ai à gérer le stress. Et donc, comment ma capacité que j'ai finalement à être en mode mental adaptatif et donc à mieux gérer le stress. D'accord ? Et donc là, on l'a vu à travers les 2 petits exercices. Et c'est quelque chose qui se travaille. Il faut savoir qu'on parle, en approche neurocognitive et comportementale, on parle de muscler le cerveau. C'est-à-dire que je peux, à faire des exercices et des petits exercices de poche, je peux, au quotidien, par rapport à des petites ou des grosses situations stressantes, je peux apprendre à basculer. D'accord ? Ma capacité de bascule, elle est évolutive dans le temps. C'est-à-dire qu'on constate à travers un test qu'on peut faire avec l'approche neurocognitive qu'en fait, on a une capacité de bascule, d'accord, qui en général est inférieure dans les situations de stress des situations non stressantes. Et cette situation de bascule dans les capacités de stress, elle est évolutive dans le temps, d'accord, grâce justement à la prise de conscience que je peux avoir de tous ces éléments. Dernier point important, finalement, du coup, le principe de l'ANC, finalement, c'est de dire, plutôt dans une situation stressante, on pourrait avoir la croyance de se dire, il faut absolument résoudre la situation parce que c'est en résolvant la situation que je vais résoudre mon stress. Mais finalement, pour l'ANC en tous les cas, la solution serait peut-être de dire, quand je me sens stressée, je baisse mon niveau de stress et c'est en baissant mon niveau de stress et en faisant la bascule que je vais pouvoir finalement trouver mes solutions à des situations nouvelles et inhabituelles. Voilà, donc j'ai fini pour cette deuxième partie d'apport théorique. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, alors je pense qu'il y a besoin de repréciser quelque chose. Marion disait finalement, quand on est tout le temps en mode adaptatif, est-ce que ça veut dire qu'on est tout le temps en situation de stress ? Peux-tu reclarifier entre prise de recul et stress, c'est la même chose, c'est pas la même chose ? Non, c'est pas la même chose. Enfin, pour moi, c'est pas la même chose et pour le modèle surtout, c'est pas la même chose. Quand je suis en situation de stress, ça veut dire que au contraire, je suis en mode mental automatique et c'est un signal de mon cerveau pour me dire qu'il faut que je bascule en mode mental adaptatif. D'accord ? Quand je suis en mode mental adaptatif, en général, dans la plupart des situations d'une journée, je vais être en mode mental automatique, sauf quand je suis amenée à être très souvent dans des situations nouvelles. Si on donne l'exemple de la situation actuelle et du confinement, je pense qu'on vit tous les jours, des situations nouvelles. On est tous les jours... professionnellement, moi par exemple, je suis tous les jours amenée à faire un webinaire, ce que je n'avais jamais fait, à aller faire une formation virtuelle, à rencontrer des situations personnelles nouvelles. Voilà. Et dans ces situations-là, je vais basculer en mode mental adaptatif. D'accord ? Et si je ne bascule pas en mode mental adaptatif, je le sais tout de suite parce que je vais tout de suite sentir le stress qui vient. Et donc, quand je sens le stress qui vient, je prends un temps pour d'abord basculer et pour ensuite trouver mes solutions. Est-ce que c'est clair ? Ça répond à la question ? Alors, la personne pourra répondre. Alors, justement, tu parlais du confinement. Flore s'étonnait de rester sereine dans le confinement. Elle allait presque jusqu'à dire « Je stresse de ne pas stresser. Dans quelle gouvernance suis-je » Je stresse de ne pas stresser. Dans quelle gouvernance je suis ? Je pense que quand elle stresse de ne pas stresser, est-ce qu'elle stresse vraiment au titre de l'ANC ? C'est ça que j'ai envie de dire, l'approche neurocognitive. Parce que le stress au titre de l'approche neurocognitive, c'est vraiment un stress qui paralyse et qui angoisse. D'accord ? Et quand j'entends je stresse de ne pas stresser, j'ai envie de croire
qu'elle est plutôt en adaptatif. Alors, il faut savoir aussi que les gens qui ont fait beaucoup de développement personnel, hein, les gens notamment, je pense que là, on a sur le webinaire un certain nombre de personnes qui ont fait notamment connaissance, donc qui ont pas mal travaillé sur eux et sur le développement personnel. Il faut savoir, quand on a fait beaucoup de développement personnel, on a quand même une capacité développée à basculer. Moi, quand je teste la capacité à basculer sur des personnes, en général, en fonction de l'âge de la personne, mais aussi de sa maturité en développement personnel, ben, on voit que la capacité à basculer est plus forte. D'accord. Alors Eric voulait bien préciser, est-ce que être en mode automatique, c'est finalement être dans sa zone de confort, et être en mode adaptatif, c'est sortir de sa zone de confort? Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Alors là, je ne vais pas répondre au titre de l'approche neurocognitive et comportementale ou de l'ANC, je vais répondre au titre de ce que moi je comprends et de ce que j'entends par zone de confort. Hein. Effectivement, là, je réponds plutôt de ma posture de coach. J'ai envie de dire, quelque part oui, à partir du moment où j'estime que sortir de ma zone de confort, c'est aller sur des situations inconnues. Par contre, j'ai envie de répondre, finalement, quand j'apprends à être dans mon mode mental adaptatif, c'est une zone très confortable parce que c'est une zone très agréable, puisque c'est la zone de la créativité, etc., etc. Oui, peut-être la notion de confort n'est pas à confondre avec la notion d'habitude. Oui, peut-être, tout à fait. Alors, une autre question de vocabulaire, adaptatif et résilience. Est-ce qu'il y a une différence, un parallèle? Alors pareil, de ma posture de coach, j'ai envie de dire, enfin en tous les cas, moi, de mon vécu, là pour le coup de mon expérience, apprendre à basculer plus souvent en mode mental adaptatif permet de développer sa résilience, puisque ça permet effectivement, moi ce que j'entends par résilience, c'est surmonter des situations difficiles, hein, des situations compliquées, et c'est apprendre donc à les surmonter et du coup pour moi oui, il y a un lien. Alors, quelqu'un fait une remarque à laquelle tu pourras peut-être réagir. Parfois, le stress est tellement important qu'il n'est pas contrôlable. Qu'en penses-tu? Alors, j'en pense que oui. Je l'ai vécu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans le confinement en gérant un des membres de ma famille, d'accord, qui est parti en stress sur juste un simple SMS. Parce que là, on est dans une période où il faut savoir que dans la période de confinement, non seulement on a un stress récurrent permanent qu'on ne sent pas forcément, mais qui est le stress du confinement et qui change nos habitudes, mais en plus, on est attaqué sur plein de petits stimuli qui viennent en plus. Donc, en fait, si on ne gère pas notre stressabilité au quotidien par des exercices, justement, alors soit par du yoga, de la méditation ou de la respiration, etc., ben, on peut être à un moment amené à être très stressable et à ce moment-là avoir encore plus de mal à gérer notre stress. Alors, un exemple concret d'ailleurs, hein, quelqu'un nous dit, quand on vit une suppression de poste ou de travail, même on peut être en mode mental automatique. Est-ce que pour surmonter cela, il faut basculer en mode adaptatif? Bah, ça peut vraiment aider à prendre du recul et ça peut vraiment aider à prendre des solutions. Ça peut aider à faire son deuil, ça peut aider à prendre du recul et à relativiser, et notamment l'exercice qu'on vient de faire sur la relativité la diversité des points de vue, et un autre petit exercice tout simple qu'on va faire après, effectivement également. Ok. Alors, il y a plusieurs questions sur quels exercices, donc je pense qu'on peut passer à la suite du coup. Voilà. Donc, on va faire des exercices qui ne sont pas très loin des exercices qu'on vient de faire. Je vais déjà, alors, je vais du coup partager avec vous plutôt voilà. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, ben, on va refaire comme tout à l'heure en séquence 2. Vous allez penser à soit la même situation professionnelle si votre niveau de stress n'a pas trop baissé, soit proposer, soit
pardon, pensez à une autre situation professionnelle inhabituelle qui a généré du stress pour vous. Vous allez vous imprégner de cette situation dans l'objectif de vous en remémorer vraiment l'état d'esprit que vous aviez dans cette situation. Et vous allez noter sur une échelle de 1 à 5. Et vous allez noter sur une échelle de 1 à 5 votre niveau de stress par rapport à cette situation. Je vous rappelle que 1 étant le plus paisible et 5 étant l'agitation. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de fermer les yeux et je vais vous lancer un petit exercice de guidage audio qui va vous guider dans votre relaxation. Il suffit d'essayer. Cela ressemble à un exercice de relaxation, mais ce n'en est pas un. Asseyez-vous confortablement, les pieds bien posés sur le sol et le dos contre votre dossier. Fermez les yeux. Prenez conscience de votre respiration et de l'air qui entre dans votre bouche. Descend dans votre gorge, vient remplir vos poumons et effectue le chemin inverse avant de ressortir. Prenez conscience du poids de votre corps au sol, sur la chaise. Puis, identifiez un son dans l'environnement. Vous n'avez pas besoin de le nommer, mais seulement de l'accueillir, comme un son. Écoutez ce son avec curiosité, comme si c'était la première fois que vous l'entendiez. Puis, identifiez un deuxième son dans l'environnement. Vous n'avez pas besoin de le nommer, mais seulement de l'accueillir, comme un son. Écoutez ce son avec curiosité, comme si c'était la première fois que vous l'entendiez. Puis identifiez un troisième son dans l'environnement. Vous n'avez pas besoin de le nommer, mais seulement de l'accueillir comme un son. Écoutez ce son avec curiosité, comme si c'était la première fois que vous l'entendiez. Laissez vivre ces sensations en vous, se combiner entre elles. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux. Donc, on va faire un petit exercice, un deuxième exercice qui est plus un exercice cognitif. Et donc là, je vais vous demander de penser à la situation, donc professionnelle, inhabituelle et stressante. Et puis, je vais vous laisser 1 minute et en 1 minute, je voudrais que vous me notiez sur une feuille tous les avantages de cette situation. Et quand on aura fini au bout d'1 minute, ceux qui veulent, vous pouvez noter sur le chat le nombre d'avantages que vous avez trouvés à votre situation. C'est parti. Ça fait 1 minute. Je veux bien que vous notiez sur le chat, si ceux qui le souhaitent, le nombre d'avantages qu'ils ont trouvé à la situation. Donc, on a 8, 5, 5, 5, 5, 3, 2, 9, 4. OK. OK, super. Alors, je vois qu'on a
D'accord, donc ça va de 3 à 9. On a un 0 avec un point d'interrogation, on va y revenir. On a 2 zéros. Alors, quand on a 2 zéros, clairement, a priori, c'est que la bascule ne s'est pas faite en mode mental adaptatif. Et donc, on a beaucoup de mal à trouver des solutions. Et même quand on a un seulement, de la même façon. D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, donc, c'est… On va peut-être plutôt passer maintenant aux questions-réponses sur les 2 exercices, Isabelle, si tu es OK. Pas de souci. Alors là, je crois qu'il y avait de l'expérimentation, pas forcément beaucoup de questions. Donc effectivement, à part la question de qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive pas, qu'on en trouve 0 ou 1, Voilà. qu'est-ce que ça veut dire? Tu as commencé à y répondre. Sinon, pour l'instant, pas de questions. Ouais, en fait, ça veut dire effectivement, a priori, que j'ai pas basculé. D'accord? Et quand j'ai pas basculé, ça veut dire aussi que moi, je vous invite, et là, c'est vraiment pour la conclusion, parce qu'après, je redonnerai la parole à Isabelle, mais c'est vraiment de dire que chacun, sur les exercices, chacun va trouver, en fait, c'est là où il est le plus propice à basculer, et notamment, il y a des gens qui vont, moi, quand je pratique ces exercices, je vois bien qu'il y a des gens qui sont, par exemple, plus sensibles à un exercice comme la diversité des points de vue. Il y a des gens qui sont plus sensibles à l'exercice avantage de la situation. Il y a des gens qui ont du mal à faire des exercices de relaxation et donc il faut quelquefois 1, 2 ou 3 séances pour amener les gens à vraiment être capacité de respirer. Après, il y a des gens aussi qui ont pas mal de facilité à se mettre en pleine conscience, notamment tout simplement en mangeant, par exemple, hein, faire des petits exercices de tous les jours en mangeant, par exemple. Voilà. Donc à chacun aussi, après derrière, vraiment ce qu'il faut comprendre là, et moi vraiment le message que je veux vous faire passer, c'est qu'à un moment, quand je suis en stress, je fais d'abord baisser mon niveau de stressabilité, d'accord. Et faire baisser mon niveau de stressabilité, ça veut dire me mettre vraiment en état de calme et de pleine conscience. Qu'est-ce qui me permet de… Parce que cette modification physiologique et biologique, elle entraîne une modification mentale, d'accord. Il y a aussi, par exemple, une pratique qui est très intéressante, qui est le yoga du rire. D'accord. Et on sait que le fait de rire, et même de rire de façon forcée, peut permettre de basculer, puisque physiologiquement, ça va changer physiologiquement notre état d'être. Donc, si je comprends bien, il faut peut-être d'abord faire baisser un petit peu le stress par des exercices de type cohérence cardiaque, pleine conscience, méditation, enfin tout ce qui peut aider à se calmer un peu intérieurement, pour ensuite être capable du coup d'avoir des exercices un peu plus intellectuels, comme le deuxième que tu viens de faire, où il s'agit d'imaginer plus de solutions ou pas de solutions, justement, une question portée sur… Il s'agit bien d'imaginer le maximum d'avantages à la situation et non pas de solutions pour la résoudre. Oui, tout à fait. Il s'agit d'imaginer les avantages. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des gens qui vont très facilement basculer grâce au cognitif, ou les exercices diversité des points de vue, avantages de la situation, qui sont des exercices cognitifs. Ils n'ont quasiment pas besoin de faire avant des exercices de relax pour basculer. Et puis, il y a des gens qui vont avoir plus de difficultés et qui vont juste basculer grâce à la respiration, par exemple. Ça dépend un peu du vécu de chacun, de toutes ces pratiques, en fait. Oui. Et puis tout le monde n'est peut-être pas pareil. Là, Flore nous partage qu'elle n'est pas elle ne se considère comme pas très bonne dans les exercices de méditation, qu'elle a besoin de laisser du temps au temps, de laisser décanter, et qu'elle a plutôt besoin de voir du monde et de parler de la situation pour commencer à prendre du recul, si je comprends bien. Ok. Donc déjà, ça ne doit pas être facile pour elle en ce moment. Donc peut-être que par contre, moi j'aurais juste envie sur ce que je lis sur le chat, il y a juste quelque chose qui m'interpelle, que j'aurais envie de partager, c'est je ne suis pas bonne, parce que moi je pense que je pars vraiment de la croyance qu'on n'est pas bon ou pas bon en méditation. C'est vrai qu'on a plus ou moins du mal à rentrer, mais finalement, c'est comme en yoga, on n'est pas bon ou pas bon. D'accord. C'est bon ou pas bon pour nous, mais en tous les cas, on n'est pas bon ou pas bon. D'ailleurs, c'est rarement pas bon pour nous.
Alors, il y avait deux questions tout à l'heure que je ne t'ai pas encore posées. Sophie nous demande, quand on est vraiment en stress très fort, en stress majeur, et que on devient complètement coupé de soi, presque de son ressenti, mais on n'en a pas forcément conscience. Que propose l'ANC dans cette situation? Alors, moi, je dirais déjà que je pense que c'est difficile de répondre comme ça dans l'absolu. Je pense que ce que je vous ai proposé, les exercices que je vous ai proposés, ce sont des exercices de coaching où vraiment on va agir sur le comportement. D'accord? C'est vraiment l'approche neurocognitive et comportementale. Il y a des modèles dans l'ANC qui sont des modèles plus approfondis pour les thérapeutes notamment, hein, avec des modèles, des mécanismes. Mais pour moi, là, on n'est plus dans ce modèle-là. Je dirais que quand on est vraiment dans un stress très fort ou dans un stress chronique, ces solutions-là ne sont pas suffisantes. Je crois que l'heure tourne. Pardon. Juste une petite chose. Par contre, moi, j'inviterais cette personne qui a posé la question peut-être à aller lire. Il y a un livre très intéressant de Jacques Fradin, donc de l'Institute of Neurocognitivism. Et Jacques Fradin a écrit un livre qui s'appelle L'intelligence du stress, qui est justement très intéressant et qui reprend tous ces concepts. Alors, je vais peut-être te proposer de terminer parce que je vois que l'heure de clôture approche. Bon, au revoir et merci à tous. Tu avais fini? Non. Et j'ai terminé. Je te passe la parole, Isabelle. D'accord. Ah, je croyais que tu avais encore une diapo, excuse-moi. Bien. Alors, il y avait une question. Est-ce que ces exercices sont pratiqués dans le cadre de la formation chez Connaissance? C'est pour moi, là? Oui. Alors, moi, est-ce que ces exercices sont pratiqués chez Connaissance dans le cadre des parcours? Alors là, je pense que tu connais mieux les parcours que moi, Isabelle. Je pense que dans les ateliers, pas forcément tels quels, ça peut être pratiqué. C'est vrai qu'on a chacun nos pratiques de coach dans les suivis individuels et que moi, ça a pu m'arriver quand j'avais quelqu'un de vraiment stressé, soit d'expliquer le modèle, soit de faire travailler la personne. Parce que pour pouvoir travailler en séance de coaching, il faut d'abord avoir une personne qui est dans son mode mental adaptatif. Sinon, ça va être compliqué de faire avancer la personne. Oui, alors effectivement, on essaye de pratiquer certains exercices. On fait des exercices de cohérence pas cardiaque dans certains ateliers. Voilà, ce sont plus des petits exercices pour se mettre en condition introductifs. Hein. Ça n'est pas un objectif en soi de vous présenter un maximum d'exercices dans les parcours, mais effectivement, on pratique de temps en temps ce type d'exercice. Voilà. Alors, puisque nous sommes en fin de ce séminaire, peut-être un dernier mot sur la dynamique de connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Ah, moi aussi, j'ai eu un problème de… Ah là là. Alors, on recommence le partage d'écran, on va y arriver. Voilà, et puis je vous lancerai un petit sondage à la fin du webinaire pour vous demander comment vous l'avez apprécié. Donc, la dynamique de connaissance, c'est aussi un réseau de 500 personnes qui ont participé à nos parcours et qui ont des expériences très diverses. Et ce réseau se nourrit d'ateliers, d'afterwork, de soirées thématiques, de conférences pour continuer à échanger au-delà des parcours entre des professionnels de secteurs différents. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, évidemment, n'hésitez pas à aller sur notre site. N'hésitez pas non plus à téléphoner parce que même s'il n'y a plus personne en ce moment dans les bureaux, nous écoutons régulièrement le répondeur et nous pouvons vous recontacter très rapidement pour un entretien d'accueil sans engagement par téléphone pour vous permettre de voir si un parcours peut vous convenir.
Voilà, bah écoutez, ce séminaire est terminé. Vous aurez des indications sur la possibilité de le revisionner et je vous propose de répondre tout de suite au sondage que je vous lance pour savoir comment vous l'avez apprécié. Et puis, je vous dis, écoutez, à très bientôt sans doute. Nous aurons la semaine prochaine 2 nouveaux webinaires. Un webinaire mardi à 14 h de témoignage avec Nicolas sur une expérience d'écologie personnelle en lien avec des choix professionnels. Et puis un nouveau webinaire thématique jeudi, dont je garde la surprise. Vous pourrez recevoir des informations très prochainement, dès demain a priori, sur cette nouvelle programmation. Voilà, ces webinaires continueront pendant toute la période du confinement, donc les mardis et les jeudis. N'hésitez pas à revenir nous voir. Merci à vous et à très bientôt. Merci à vous tous. Au revoir.